Bienvenue dans cette deuxième édition de Flamme. Pauline, nous sommes ravis de t'accueillir ici dans cette salle à l'agence qui prône la liberté créative. Et pour nous, tu en es la parfaite incarnation. Pauline, tu es historienne de l'art de formation, mais depuis 20 ans, tu parles de l'art aux entrepreneurs et dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi ça consiste ? Mon titre officiel, c'est conférencière en art, en entreprise, effectivement. Donc ça peut paraître un petit peu antinomique, mais ça fait 20 ans, effectivement, que j'emmène des dirigeants, des managers et toutes sortes d'équipes au musée, sur des formats courts comme sur des formats d'une journée entière. Donc tu peux imaginer ce que c'est qu'un dirigeant, une journée entière au musée. Ça doit être quelque chose. C'est quelque chose. Est-ce que justement tu peux un petit peu nous raconter comment est-ce que tu en es arrivée là ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce qui t'a guidée ? Je suis fille d'artiste, sœur d'artiste, filleule d'artiste. Mais oui. Donc ça a eu forcément une incidence sur ma carrière. Je peux dire d'emblée que l'art était quelque chose de tout à fait banal. On en parlait à table, on échangeait sur ce qu'on avait vu, sur ce qu'on aimait. On s'engueulait beaucoup aussi d'ailleurs. Donc c'était quelque chose de très vivant et qui d'emblée n'était pas réservé à une élite ou à un corps justement d'historien de l'art. Voilà, c'était une chose naturelle et spontanée. Si bien que quand je me suis lancée dans des études d'histoire de l'art quelques années après et que je me suis retrouvée au Louvre, au service culturel du Louvre, chargée des publics à l'époque, eh bien ça m'est venu évidemment comme une évidence qu'il fallait continuer à créer ces liens entre la vie quotidienne et le monde des grands génies, des chefs-d'œuvre du Louvre. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui faisait parallèlement à son poste au Louvre un MBA en management et qui m'a dit à l'époque, Pauline, il faut qu'on aille parler au public non initié et qu'on casse un peu la conférencière, en tout cas pas la conférencière. Pas toi-même, mais l'idée effectivement d'une conférence en tout cas qui serait un peu stéréotypée, d'1h30, avec une personne qui parle, un groupe qui suit, plus ou moins une fatigue dans les pattes, etc. Donc c'est elle qui a initié cette idée au départ de détourner en fait des publics au musée en les faisant asseoir par terre quand il n'y a pas de banc par exemple, mais en leur demandant aussi leur avis sur les œuvres. Et ça, c'était en 1998. D'accord. Alors ça remonte, l'idée a fait son chemin, j'ai été prof d'histoire de l'art presque par hasard, mais j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment aussi ma place de parler d'art à un public. Et parallèlement à ça, petit à petit, effectivement, on est allé s'adresser à des grandes écoles. Alors à l'époque, c'était Centrale, l'INAPG, aujourd'hui c'est l'AgroParisTech. Des étudiants qui avaient fait des super études, qui avaient la tête comme ça et qui, bizarrement, peut-être pas justement, n'avait qu'une envie, c'était de sortir des matières seulement rationnelles et scientifiques dont ils avaient été gavés et de s'alimenter d'une autre nourriture, à savoir un domaine comme celui de l'art sur lequel on n'a jamais fini de parler, qui échappe complètement au jugement binaire, qui au fond est inépuisable. Et ça a été une révélation. Là, j'avais pas encore 30 ans et je me suis dit comment ça, ces jeunes tronches en maths, là, moi j'étais nulle en maths, peuvent s'intéresser à cette manne sensible. Donc le pont s'est forgé à ce moment-là. Avec cette rencontre avec cette jeune femme et ces jeunes gens et surtout, parce qu'il y avait beaucoup pas mal de garçons, je dois dire, dans ces filières artistiques. Et des grandes écoles aux entreprises, ça s'est fait tout naturellement. Du coup, me voilà à parler d'art à des personnes qui n'ont jamais signé pour ça au départ, qui ne savent pas très bien ce qui les attend. Je parle d'il y a 20 ans, mais à qui on
souvent une expérience insolite dans laquelle ils vont pouvoir découvrir pas mal de choses. Et est-ce que cette vocation, ça te vient aussi peut-être d'une lecture d'un écrivain autrichien, je crois, dont tu m'avais parlé, qui est une belle métaphore de ce que tu fais aujourd'hui en entreprise, je crois. C'est vrai, c'est effectivement le récit d'un homme d'affaires qui écrit à son meilleur ami au début du XXe siècle, qui lui est arrivé une expérience absolument extraordinaire. Il se décrit comme un homme fatigué par la vie, il a voyagé à travers le monde entier, et quand il revient dans sa vieille Europe, il ne la reconnaît plus. En fait, le monde a changé, la révolution industrielle a transformé le paysage urbain, la manière de vivre, la vitesse, le rapport au temps, tout ça est complètement bouleversé et ça a des effets assez négatifs sur ce pauvre homme qui se sent comme dépossédé de lui-même, abattu, déprimé, et il raconte à son ami dans cette lettre que sa société anglo-germanique pour laquelle il travaille l'a envoyé pour une ultime négociation à New York, et le début de la lettre commence comme ça: mon pauvre ami, je n'avais aucune prise sur moi-même, oh comme je manquais d'emprise sur moi-même. Je ne pouvais même pas lire le journal, tellement j'étais voilà, dans cet état d'errance profond, et jusqu'à ce qu'au détour d'une rue, j'avais 1 heure devant moi, une vitrine, on comprend que c'est une galerie d'art, a attiré mon attention. Là, j'ai vu des peintures avec des couleurs vives, plates, comme presque des affiches. J'ai lu le nom de l'artiste, mais comme je ne le connaissais pas, j'en ai perdu aussitôt le souvenir. Et il écrit à son ami: c'est pour l'heure, pensais-je, la meilleure chose à faire dans mon état que de découvrir, de pénétrer dans cette galerie. Et là, la lettre, pour nous, elle prend évidemment un relief particulier au début du XXIe siècle parce qu'elle décrit une à une ces fameuses peintures qu'il découvre. Alors, il parle de mangeurs de pommes de terre à une table, de champs, de ravins, de brocs de terre, jusqu'à ce qu'il dise à son ami dans cette lettre: mais enfin, si je te raconte pas les couleurs que t'apporteront mes descriptions. Il y a un bleu incroyable, un jaune tirant sur l'orange et un vert d'émeraude fondu. Mais que sont les couleurs, dit-il, tant que la vie intérieure n'y est pas? Et la vie intérieure y était, là, dans le broc, dans le ravin. Tout d'un coup, quelque chose se passe. Cet homme d'affaires dépossédé de lui-même se sent saisi à l'intérieur et aurait envie de crier, de pousser, dit-il, des cris de jubilation. Mais je voyais qu'il me restait plus qu'un quart d'heure, puis 5. Il aile une voiture, il décrit ça à son ami et se fait conduire à cette fameuse conférence, à ce fameux congrès. Et là, ce qu'il décrit, c'est assez extraordinaire parce qu'il rappelle que pour cette conférence, ce congrès, les chiffres en appellent à votre imagination. Il ne dit pas votre intelligence, il dit votre imagination. Ouais, c'est tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et il dit, à ce moment-là, je possédais une vertu mystérieuse pour laquelle je ne connais pas de nom. Il surenchérit en disant, voilà, certaines personnes intelligentes l'ont, pas toutes. Moi, je la possédais à cet instant-là, comme jamais je ne l'avais possédée, comme jamais je ne la posséderai encore. Je pus obtenir, dit-il, pour mon comité, bien plus que ce qui m'avait été demandé dans le plus favorable des cas. Et il précise ceci, je pus l'obtenir de même qu'on cueille sur un mur nu des fleurs, c'est-à-dire avec une facilité, avec une aisance qui le surprend lui-même. D'ailleurs, il ajoute, et la lettre se termine ainsi, je pourrais te dire des choses sur ces gens qui se trouvaient autour de cette table de congrès qui ne sont sans aucun, c'est des choses qui ne sont sans aucun rapport avec l'objet de nos préoccupations. Et il finit, je constate à présent qu'un gros poids m'a été ôté.
Alors j'en arrive à la fin parce que tu te dis attends, ça dure combien de temps cette lettre ? Mais vas-y, on adore. Alors le post-scriptum de la lettre, je sais pas, évidemment toi tu t'en rappelles, j'ai dû te le dire, mais quand je traite cette conférence sur ce peintre évidemment et que je lis cette lettre en introduction, je ne présente pas le peintre en amont, je laisse le public le découvrir à travers la description qui est extraordinaire, mais en l'occurrence le post-scriptum, comme vraiment les 3 coups de théâtre. Je suis retournée à la galerie, le peintre s'appelle Vincent Van Gogh, d'après les dates du catalogue, il devrait vivre encore, il est de ma génération. En 1901, Van Gogh est mort, il s'est tué d'une balle, on le sait, à 37 ans, mais cet homme ne sait rien de sa vie. C'est pas du tout le mythe Van Gogh qui l'a forcé à s'arrêter. Il est saisi par l'art de Van Gogh sans rien en connaître. Et magnifique chute du coup de la lettre, il dit « Je retournerai chez le marchand, j'en achèterai probablement un tableau, mais je lui en laisserai la garde. » C'est-à-dire qu'il ne veut pas cet ensemble qu'il a remis sur pied, on comprend, et qui lui a fait obtenir bien plus que ce que le comité attendait de lui. Ouais. Eh bien, il ne veut surtout pas le détruire, le démanteler, l'abîmer. Il veut que d'autres personnes puissent vivre cette expérience-là. Voilà. Et donc, ce texte a été plus qu'une perle pour moi. Ça confirme à quel point l'art est une expérience qui nous est offerte, sans qu'on soit forcément formé au préalable, initié, etc. Mais qu'il faut se mettre par contre dans certaines conditions pour être en capacité de vivre cette révolution profonde. Et c'est quoi ces conditions ? Ah, alors ces conditions. Tu l'as entendu peut-être dans la lettre déjà. Alors certains diraient Pauline, s'il faut être complètement déprimée pour vivre un truc pareil, merci bien. On l'est déjà tous un petit peu. On l'est tous un peu, hein. Aujourd'hui notamment. Aujourd'hui. Ouais. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce que ce gars découvre dans sa vieille Europe qui s'est transformée, qui est devenue une Europe moderne justement au début du XXe siècle, que dirait-il pour nous aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère du virtuel, quand tout ce qui nous tombe sur la tête tous les jours est finalement d'aucune consistance, si je puis dire, qui n'a pas été façonné par la main de l'homme. Du coup, c'est formidable à plein d'égards, hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'image et le virtuel, mais ce qui va le sauver, cet homme-là, on le comprend, c'est la matérialité de la peinture de Van Gogh. C'est chaque coup de pinceau déposé sur la toile. C'est organique. C'est organique. On pourrait presque dire que ça pue un peu tellement ça sent tu vois, la matière, quoi, la matière picturale. C'est tout à fait sensoriel comme expérience et c'est ça qui va le remettre sur pied. Donc je pense que ce texte est universel comme tous les grands textes, mais ce qui arrive à cet homme pourrait tout à fait nous arriver à nous aujourd'hui aussi, face encore une fois à l'ère de la reproductibilité, hein, comme dirait Walter Benjamin. On croule sous cette avalanche de virtualité. Qu'est-ce qu'on se donne ? Tu me demandes, c'est quoi les leçons de ce texte ? Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour se rattacher, non pas au réel, parce que le réel, on ne sait pas ce que c'est vraiment, mais à ce qui fait notre humanité et notre rapport aux autres et au monde, en l'occurrence. Voilà. Alors, déjà, c'est s'octroyer un temps comme il le fait, mais encore faut-il le faire, ça. Je ne sais pas si toi, tu le fais. Non. Et moi, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à me laisser détourner, en fait, de quelque chose qui est d'autant plus urgentissime, qui est super important pour le reste de ma carrière. Ça demande un effort, un minimum d'effort. De même que franchir le seuil d'un musée, ça demande un effort. Il faut se sortir un petit peu de nos habitudes, et ça, c'est la leçon numéro 2, 3, je ne sais plus où on en est de ce texte, c'est qu'il rompt avec ses habitudes en allant dans un lieu où, dit-il, je ne suis pas allé depuis plus de 20 ans. Donc il s'octroie ce qu'on appelle une aventure. Aventure, advenire en latin, c'est se laisser porter par ce qui advient, par ce qui t'advient. Voilà, c'était pas prévu cette galerie-là, il n'était pas censé tomber dessus, ça s'appelle le hasard. Eh bien, il va aller à la rencontre de ce hasard. Et parce que c'était pas prévu, il va se passer quelque chose
qui est décrit dans la lettre, qui est pour moi une expérience. Alors tu sais comme moi que notre modernité n'a que ce mot à la bouche. Aujourd'hui, aller acheter un pain au chocolat, c'est vivre une expérience, quoi. Donc c'est très difficile. Il faut qu'on revienne à l'étymologie pour comprendre ce que c'est qu'une expérience. Expérire, ça a donné ouvrir, en fait, en latin, du latin au français. Une expérience, c'est le moment où tu t'ouvres à quelque chose qui n'était pas prévu et dont ta propre humanité a sans doute le plus grand besoin, mais qui n'était pas monté à ta conscience en quelque sorte. C'est ça une expérience. C'est pas quelque chose de prévisible et idéalement une expérience te dépasse un petit peu, quoi. Hein. C'est la non-maîtrise aussi qui est importante, c'est le lâcher-prise dont tu parlais. Exactement. Alors nous, on l'appelle ça comme ça. Ce gars va pouvoir posséder et avoir en main complètement sa négo qui l'attend là, parce qu'il a lâché prise. Donc c'est prendre le temps. C'est-à-dire pour certains, aller au musée, c'est perdre du temps. Pour lui, ça a été en gagner dans tous les sens du terme, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, donc, quand on t'entend, on se rend compte que l'art est un révélateur presque accidentel de la personnalité de chacun d'entre nous. Est-ce que tu as un exemple, une personne ou une anecdote peut-être à valoriser qui justement illustre ça? Tu as pu peut-être le voir dans les entreprises avec lesquelles tu travailles ou autres. Ça s'est passé en 2008, alors que je donnais une conférence à des managers justement. Je travaille, ça je peux le dire peut-être brièvement, mais dans 2 associations qui me font confiance depuis 17 et 10 ans, qui s'appellent Germe et l'APM. Et je dois beaucoup à ces 2 associations. L'une forme des managers, l'autre forme des dirigeants. Et on peut dire que ces associations, elles m'ont bien souvent, tel le cheval de Troie, introduite dans les entreprises qui n'étaient pas prêtes. D'elles-mêmes, elles ne seraient jamais venues me demander une journée au musée pour elles-mêmes, pour leurs salariés, mais jamais. Il y a des assos qui m'ont fait confiance, qui se sont dit, c'est vrai, tel cet homme d'affaires, on va les sortir de leurs activités, on va leur proposer quelque chose qui a priori absolument rien à voir avec ce qu'ils font, et par ce détour-là, ils vont explorer tout leur potentiel humain. Lors d'une rencontre que je faisais dans l'une de ces 2 associations, un ingénieur agronome m'a fait cette proposition complètement loufoque a priori, qui consistait à me proposer d'aller animer 8 assemblées de secteurs qui s'adressaient à des cultivateurs bretons. Figure-toi qu'on était en pleine crise du lait à ce moment-là. Et il me dit, est-ce que tu crois, Pauline, que tu pourrais leur parler de l'agriculture dans la peinture? Je lui dis, ouais, tu parles des paysans dans les musées, il n'y a que ça, quoi. Il y a plein de sujets dans la peinture. Mais je lui dis, mais tu sais quoi, moi, en agriculture, j'y connais rien. Il me dit, mais justement, c'est le pari. C'est qu'ils ne connaissent rien à la culture, a priori. Ils vont te voir débarquer là, la parisienne en plus. Bon, voilà, il faudra que tu mettes carte sur table. Et toi, eh bien, il va falloir que tu crées une interaction avec eux autour de ce qui fait leur quotidien. Et c'était une expérience fondatrice pour moi, humaine au sens où je le disais à l'instant, c'est-à-dire la plupart de ces cultivateurs, ils avaient maximum un CAP en niveau d'études. Je ne sais pas si tu vois. C'est simplement pour dire que cette question d'élite n'a pas sa place et qu'il faut se débarrasser définitivement des complexes qu'on peut avoir, etc. Parce que ce qui m'a été donné de vivre justement au contact de ces éleveurs bretons, c'est leur capacité d'observation et leur sensibilité suraiguë à la nature, aux variations de couleurs, de lumière, évidemment de saison. Et là, c'est comme un mur pour moi-même qui s'est effondré, parce que faut pas déconner, moi aussi j'avais mes préjugés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce sont eux les artistes. Donc moi je suis censée leur parler de ce que dit Van Gogh sur les paysans et surtout de ce qu'il dit à travers sa peinture. Mais en fait, ils sont beaucoup plus proches de Van Gogh que moi-même. Je me suis pris ça
comme une claque. Et c'était quoi leur feedback à eux? Est-ce qu'ils ont été valorisés aussi par cette formation? Parce que justement, c'était tellement loin de leur univers et ils se sentaient peut-être tellement exclus à l'avance finalement de cette thématique-là. L'objectif était de les revaloriser, c'est ça que tu dis, hein, oui. Parce qu'ils étaient forcément extraordinairement attaqués à ce moment-là dans leur patrimoine déjà, et puis dans leur métier, etc. C'était douloureux pour eux. Et visiblement, des échos que j'ai eus, ça a fonctionné, et de ce que j'ai vécu surtout, parce qu'ils étaient assez participatifs pendant ces assemblées de secteurs. Ouais. Donc c'est ça qui nous a réunis sur tous ces échanges. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a tous l'impression que le rapport à l'art, il est très individualiste de soi face à une œuvre. Exactement. Et en fait, ce que tu racontes, c'est que en fait, ce n'est qu'un lien entre soi et le reste de l'humanité. Bon, c'est très philosophique ce que je dis, mais c'est la capacité de l'art de nous positionner, ou en tout cas de nous révéler par rapport aux autres aussi, sans que ce soit des éléments de jugement frontal. Exactement. Aussi, d'une certaine manière. Moi, je te remercie vraiment de le souligner, parce que c'est ça ma vocation en fait. Tu sais, dans mon monde, j'avais beaucoup d'universitaires, etc. Et ils me disaient un peu comme ça, ah oui, tu leur apportes un peu de culture, quoi, pour avoir des sujets de conversation, un dîner du samedi soir. Ouais. Et je le vivais très mal. Ouais, je le vivais très mal. Et je disais, mais non, moi, ce que je voulais, alors dans ce cas-là, que le dîner en question ressemble à ce que j'avais vécu enfant à table. Que ça soit un sujet qui relie. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. C'est ma religion. Hein. Religere, l'étymologie de religion, c'est ça. C'est-à-dire, je pense absolument que l'art nous concerne, nous regarde tous, et que c'est un lien qui nous unit dans notre humanité. C'est commun aux Esquimaux, aux Africains, aux Européens. C'est vraiment ce qui reste quand tout a été détruit. C'est ce qui fait aussi l'apparition de l'homme à Chauvet ou à Lascaux. Voilà. Et donc les historiens d'art, ce sont des intellectuels qui travaillent pour organiser le savoir, le répertorier. Ils sont indispensables. Mais évidemment que le job, c'est à nous de le faire. Les artistes que je connais ne travaillent pas pour cette petite communauté de personnes. Ils travaillent pour qu'on se relie les uns aux autres, et puis qu'on avance, quoi, qu'on essaie de décrypter le monde qui se lève devant nous, qui est si complexe, si dur, parce qu'on s'en prend tous les jours des coups quand même. Et l'artiste, ma foi, il est seul, lui, peut-être dans son atelier, quoique de moins en moins, on revient aussi aux ateliers entreprises, tu le sais, aujourd'hui, Moyen-Âge, avec plein d'autres personnes qui travaillent à ton œuvre. Mais l'artiste est celui qui, dans la nuit, essaie de trouver la lueur, et il déchiffre pour nous, il débroussaille, il nous montre le chemin. Ne le laissons pas seul dans cette aventure, on fait partie du même bateau, quoi. Et on a autant besoin de lui que lui de nous. Ça, s'il y a une chose qui est sûre, j'espère que tous ceux qui nous entendront y penseront. Acheter des œuvres aux artistes d'aujourd'hui, c'est pas se la péter, hein, c'est vraiment faire avancer la barque humaine ensemble et de l'humanité. Ouais. Ça veut dire un peu réconcilier le business, l'efficacité, la performance avec le sensible et l'humain. Exactement. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup, nous, notamment chez W, ou en tout cas qu'on essaie de prôner. Et c'est quelque chose, évidemment, qui nous inspire et qui n'est pas forcément facile à communiquer à certains de nos clients. Donc, on adorerait que certains fassent des formations avec toi aussi pour se révéler, finalement, aussi à eux-mêmes, et remettre un peu de l'humain, finalement, dans leur façon de manager, de gérer leur entreprise. Mais aujourd'hui, on vit une période quand même assez complexe, assez troublée, politiquement, socialement, etc. Le rôle de l'art dans tout ça, évidemment, était un peu mis au second plan. Et finalement, on est tous un petit peu déprimés, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est quoi un petit peu les raisons d'espérer aujourd'hui? Qu'est-ce qui te réchauffe, toi, et qui te fait dire que demain sera meilleur, ou en tout cas différent dans le bon sens du terme? Je dirais que les jeunes que je côtoie en tant que prof aussi, hein, dans les écoles d'art appliqué, ont de ce point de vue-là, peut-être plus que leurs parents, intégré que l'art était partout, potentiellement. Qu'il n'y avait pas de frontière entre l'art et la vie. Et ce qui leur donne raison, c'est tous les nouveaux médias qui se développent, le street art, le pop art qui est passé par là, etc. Donc je dirais que les jeunes, enfin c'est un peu global de le dire comme ça, mais ont moins
il me semble, intégrer ce concept de sacralisation autour de l'art, qui était à la fois une bonne chose, parce que moi je continue à penser qu'un chef-d'œuvre, c'est une icône qu'il faut protéger, mais en même temps ça avait des effets pervers, parce que justement beaucoup de gens de ma génération se disent c'est pas pour moi le musée, j'y comprends rien, faut que je prenne une guide, sinon nanan. Et puis ces grandes salles où il y en a jusqu'au plafond, on est complètement écrasé par ces peintures, c'est comme si on nous faisait écouter 15 concerts en même temps, au secours quoi. Ils savent pas comment s'y prendre. Et les jeunes ils vont déjà en skate dans la rue, etc. Et tu as des murs entiers qui sont des œuvres d'art presque. Donc de ce point de vue-là, les artistes contemporains ils sont pour beaucoup, ça fait 40 ans qu'ils travaillent à ça. Il y a le street art, il y a le land art, récemment on a vu l'Arc de Triomphe emballé par exemple, hein. Mais en attendant, ce qui me fait espérer, c'est qu'on arrive en fait à un accord entre autrefois on aurait dit les corporations. Les musées font énormément pour les publics, mais si je puis dire, ça fait 20 ans que moi j'arpente la France entière, parce que ces assos sont implantés partout en France, et que je vais dans tous les musées de France avec mes managers et mes dirigeants. Et ce sont autant de publics qui pourraient potentiellement être des mécènes, les amis des musées, etc. Ouais. Rares sont les musées qui se sont penchés sur mon activité. Alors c'est pas pour le ramener à ma petite personne, c'est simplement que si on n'est pas du sérail, j'en ai encore un peu la preuve, c'est difficile de faire bouger les lignes. Or, les managers et les dirigeants sont potentiellement ceux-là même qui peuvent faire tomber aussi les frontières entre l'art et la société, et c'est ça qui entre guillemets me donne aussi des raisons d'espérer. C'est que j'espère qu'on va quand même dans ce sens-là de plus en plus, que l'art se banalise dans le bon sens du terme. Et puis tu as le rôle des artistes en fait qui a toujours été, et peut-être un peu moins ces dernières années et ces derniers siècles, au cœur de la cité, et ça c'est des choses qu'on va sûrement retrouver, puisque le sens de l'histoire c'est parfois de revenir en arrière pour le meilleur, et le rôle des artistes comme révélateurs de la beauté de la société, de la beauté des gens, c'est aussi quelque chose que tu prônes toi au quotidien, et qui par notre approche, je pense, sera peut-être plus efficace. J'espère. On espère tous. Est-ce que c'est ça le message que tu veux un peu transmettre aux nouvelles générations ? C'est cette idée de remettre l'art au cœur de nos sociétés, de notre vie, mais aussi d'arrêter d'avoir peur. Exactement. De ne pas être à la hauteur en fait. Oui. Parce que c'est souvent ça. Oui, tu sais que j'ai écrit des livres d'art en fait, et mon créneau à moi c'est l'art pour les jeunes et voir les petits. Mais en fait ce sont les parents qui achètent mes bouquins, et oui, je vais apprendre des choses à mon fils, mais ils sont les premiers à en apprendre. Bien sûr que c'est à eux que je m'adresse. Donc comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte, ça c'est mon premier livre, et le dernier, L'art pas bête, c'est exactement, je disais qu'il n'y avait pas de mode d'emploi à l'instant, mais c'est, alors je sais pas, disons un peu des aides, des guides pour t'accompagner et te rendre acteur de ta visite au musée. Je voudrais vraiment, mon rêve, ce serait que les musées soient gratuits pour tout le monde, et qu'on puisse y aller comme on va acheter une baguette et sortir immédiatement, parce que rien n'est plus terrible que de se forcer à traîner les pattes dans un musée. Tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie, ça peut être rébarbatif au possible, mais il y a une manière d'être acteur au musée, et avec sa chérie, son chéri, ses enfants, qui vous voulez, tout seul. Que vois-tu? Que ressens-tu? À quoi cela te fait-il penser? Voilà, alors c'est plus facile à deux qu'à soi-même, mais ça marche, et tout d'un coup, ce que l'on croyait réservé, encore une fois, à des sachants, devient une véritable aventure, voilà, et on repart, on quitte, je pense que souvent on quitte le musée renseigné sur nous-mêmes. Tu dis souvent la nuit porte conseil, 3 petits points, mais tu dis aussi que le musée... porte conseil, c'est vrai. C'est vrai que ça fait peur un musée, parce que la vie semble s'être arrêtée à sa porte, tu vois. Dans un musée, on mange pas, on dort pas, parfois on nous dit chut, taisez-vous, ne vous asseyez pas par terre. C'est plein d'interdits, un musée. En plus, il faut se taper les petits cartels, on est ramené souvent sur les bancs de l'école.
Donc tout ça, c'est extrêmement rébarbatif, mais au fond, il y a un moyen de se laisser quand même emmener dans cet état un peu de flottement. Alors mes élèves vont me dire « Ouais madame, il faut boire un coup d'absinthe, c'est ça ?» Je dis « Non, non, pas forcément. Il faut lâcher prise, comme tu le rappelais tout à l'heure, et en même temps, tout en même temps, mettre un peu les mains dedans. Parce que ça serait complètement démago de dire qu'il se passera quelque chose de fantastique si tu ne te jettes pas un minimum à l'eau, mais tu vas voir, l'artiste est là pour te rattraper, pour te lancer plein de perches. Juste écouter, regarder et débrancher son téléphone si on peut le temps de la visite. C'est peut-être le plus difficile, ça. Et en même temps, c'est ce qui nous permettra peut-être de nous reconnecter à nous, de nous reconnecter aux autres, et puis surtout de remettre un peu de sensible dans nos métiers. Nous, on le fait déjà beaucoup à l'agence, mais c'est des conseils à suivre pour nos clients, pour nous tous. Merci beaucoup, Pauline. Je crois qu'on en a à peu près terminé, mais je pense qu'on pourrait passer des heures toutes les deux à discuter. C'est vrai, Charlotte. Mais c'était super.